Alors j'avais commencé il y a un moment une série où je m'étais arrêtée, c'est mon problème, moi je commence, j'ai plein d'idées et j'arrête. Mais j'avais commencé une série que j'avais voulu appeler Bouquinophage et je voulais faire des retours sur les livres que je lisais. Bon, à savoir que moi j'ai beaucoup de mal des fois à lire les bouquins d'hypnose, les bouquins techniques, etc. parce que souvent je m'ennuie et je m'endors dessus, alors que des romans je peux les dévorer en une journée, 2 journées, bon. Passons. Le livre que j'ai réussi à lire pour le coup, parce que c'est un petit livre et que c'est blindé d'exemples issus carrément de la vie courante d'un thérapeute, quoi. C'est Questiosophie, cadre et posture de Pank. Alors, Pank, il fait peut-être plus des essais que des livres, je sais pas trop comment il appelle ça. En tout cas, ce sont des petits bouquins qui font peu de pages, qui rassemble beaucoup d'informations, et celui-là, j'avais à cœur de le lire parce que la questiosophie, en tout cas la question, moi je trouve que c'est la partie qui m'intéresse presque le plus, pour le coup. J'ai jamais été une grande passionnée d'hypnose, parce que ça a été le dernier outil, entre guillemets, que j'ai découvert, le dernier gros outil que j'ai découvert, et que j'ai commencé par la psycho, la PNL et le coaching. Donc forcément, l'hypnose, ça a jamais été une révélation de ouf pour moi. Et à l'inverse de certains praticiens qui, eux, ont une grosse préférence pour l'hypnose et pour poser le moins de questions possible, j'avoue que moi, je suis complètement fan de la discussion, de la question, de trouver les patterns, de comprendre ce qui se passe derrière. Et le cadre est aussi un élément que j'adore et que je trouve qui est mal exploré actuellement et mal expliqué, et voire pas expliqué du tout. Et c'est une notion que j'aborde énormément, moi, avec les clientes que j'ai, qui sont dans le programme là de développement de 6 mois. Et quand on fait des retours sur des séances, des choses comme ça, on aborde énormément l'idée du cadre. J'avais fait déjà un petit podcast là-dessus où je vous renvoie si ça vous intéresse. Et donc, je vais faire un résumé très rapide des grandes idées du livre. Alors, il y aura pas tout, parce que je vous invite vraiment à le lire, pour le coup. Il commence comme ça, et j'ai beaucoup aimé cette citation: les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Qui est une citation de Socrate. Je vais pas vérifier la source, mais voilà. Il y a beaucoup de contenu dans ce petit livre de 72 pages. Pank va passer en revue plusieurs notions. Tout d'abord, le cadre, ensuite la posture, et enfin la questiosophie, parce qu'il part du principe que le cadre que tu mets dans ton travail définit ta posture, et ta posture va définir tes questions. Ce qui est assez intéressant, parce que souvent, dans les débutants, on a des personnes qui sont complètement perdues dans le questionnement et qui savent pas où elle va. Comme moi, je fais des supervisions. Alors, quand je fais des supervisions, je demande à ce qu'on m'envoie l'audio et ou la vidéo de la séance. Et quand je fais des supervisions, souvent, le premier truc qui me vient au bout de 2-3 minutes, je dis, mais en fait, c'est normal que tu saches pas où tu vas, tu sais pas pourquoi vient la personne. Donc ça part tout de suite dans des questionnements sur le problème, sur machin, mais on sait pas ce qu'elle veut. Un peu basique, vous me direz, oui, mais l'objectif, on s'en fout. Non, parce que savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'elle veut aller, et ce que nous, on cherche comme information, c'est un petit peu important dans les questions. Et donc, ces notions de cadre, de posture et de questiosophie, Pank explique que c'est assez peu exploité chez nous. Et là, j'aime beaucoup l'explication, parce que l'inconscient a toutes les réponses. Et les réponses conscientes ne valent pas grand-chose dans l'imaginaire collectif. Et c'est vrai que c'est souvent qu'on voit, moi je m'intéresse pas à la réponse du conscient. Et moi je trouve que la réponse du conscient, elle est quand même assez intéressante, puisque c'est aussi lui qui va dealer avec l'inconscient, qui va mettre des choses en place, qui va faire que plein de choses. Et je pense que aussi grâce au conscient, à amener des choses dans la conscience qui sont de l'inconscient, peuvent être très intéressantes par les questions. Donc, qu'est-ce que le cadre ? Alors tout ça, je parle du point de vue de Pank. Le cadre, c'est l'ensemble des règles, des libertés et des limites qu'on va poser dans notre cabinet. C'est un cadre qui se fait pas en automatique, c'est quelque chose qui est à réfléchir. Donc il faut se poser dessus, se poser les questions qui sont liées au cadre. Alors ça peut être des questions de cadre externe assez basiques, le lieu, le temps, le coût de la séance, mais ça peut être des questions de cadre interne, on y reviendra. Alors forcément, on n'aura jamais toutes les réponses dès le départ, et je pense vraiment que plus on voit de clients, et plus ils nous forcent à nous interroger sur notre cadre et à le poser, souvent. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça, parce que j'étais quelqu'un qui posait très peu de cadre. C'est peut-être pour ça que cette notion, elle m'intéresse énormément, c'est parce que je posais extrêmement peu de cadre, et que je me suis pris des retours à ne pas poser de cadre. Je me suis mangé des mandales de clients assez dingues, dont un cas... très particulier, je pense, dont je parlerai dans un podcast.
Donc, plus on voit de clients, et plus ça va nous forcer à réfléchir à notre cadre, parce que des fois, ils vont faire des trucs qui sont surprenants. Pas d'autres mots. Je pense au client qui va m'écrire un message sur Messenger, par exemple. Alors que pour moi, c'est vraiment pas du tout lié pro Messenger, en tout cas pas pro client cabinet hors hypno, quoi. Pour les hypnos, c'est mon canal de communication, mais pour les gens qui sont pas hypnos, donc que j'ai pas dans ma liste d'amis Facebook, quand on m'écrit sur Messenger, je me dis mais de quoi? Donc c'est très très intéressant, parce qu'en plus quand ils pètent le cadre comme ça, ben ça m'amène à m'interroger sur plein de choses, et c'est des questions qui peuvent servir en séance. Et souvent il y aura des comportements qu'on n'aura jamais imaginés. La dernière fois je lisais sur un forum, je sais plus sur quelle question c'était, mais je crois que c'était sur qu'est-ce qui vous a surpris en séance ou un truc comme ça, et une nana qui raconte que elle a eu 2 mecs qui sont venus, pas ensemble, hein, mais un qui a enlevé son t-shirt et l'autre qui a ouvert sa baguette sous prétexte de se mettre à l'aise. Mais moi ça me rend ouf. Je me dis mais c'est des trucs auxquels on peut presque pas réfléchir avant que ça nous arrive, quoi. On peut pas se dire mais tiens quelle réaction j'aurais, qu'est-ce qui va se jouer là, on n'en sait rien. Bon bref, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir sur le cadre, énormément même avant. Des cadeaux qu'on reçoit, si quelqu'un s'énerve pendant la séance, contre nous, enfin, en tout cas contre la projection qu'il fait de nous, si quelqu'un commence à nous draguer dans la séance, pour les nanas ça arrive, et pour les mecs aussi. D'ailleurs j'ai entendu que c'était très intéressant ça, c'était un pote qui m'avait raconté ça, une nana qui arrive à la première séance complètement débraillée, etc., et qui à la seconde arrive hyper bien fringuée, décolletée. Alors, on pourrait interpréter que c'est de la drague, on peut aussi interpréter que ce n'est pas du tout et que juste la meuf s'est sapée. Mais du coup, c'est un changement qui est intéressant à interroger dans le questionnement. Donc d'après Pank, on réfléchit pas à ce cadre, car la dénomination de notre métier donnerait le cadre de façon implicite. Donc hypnose donnerait un cadre, coaching donnerait un cadre différent. Qu'est-ce que on a d'autres qui pourraient écouter le podcast? PNListe, des fois il y a ça que je vois. Psychothérapeute donne un cadre, psychologue donne un cadre, psychanalyste donne un cadre. Et donc ces cadres sont pas à réfléchir parce qu'ils sont donnés d'emblée par le nom de métier qu'on aurait. Et en même temps, on est bien conscient qu'on peut prendre 50 hypnos différents, parce que moi je me dis aussi praticienne en hypnose, et pourtant je suis persuadée que j'ai pas du tout le même cadre que quelqu'un qui bosse à fond, par exemple Jordan Véro, qui va bosser lui plus entre guillemets symptomatique, en tout cas qui va suivre en premier lieu la demande d'un client pour ensuite lui montrer que peut-être ça marche pas ou peut-être ça marche et qu'il va aller chercher derrière ce qui se passe, aura pas du tout le même cadre de travail parce qu'il utilise beaucoup l'hypnose, moins la question, de ce que j'ai compris, que moi qui adore poser des questions et qui va utiliser l'hypnose comme un outil. Et en même temps je me dis quand même praticienne en hypnose. Et qui est peut-être un cas différent d'hypnothérapeute. Bon, voilà, je réfléchis à haute voix, j'arrête. Mais dans des métiers donc comme les nôtres, il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de charte déontologique, à part parfois dans les écoles et les syndicats. Mais à mon avis, vous êtes très peu à avoir lu ces chartes de déontologie. Il y a peu de chartes éthiques aussi, et donc niveau cadre, parce que ces chartes-là posent des cadres, c'est complètement freestyle. Et il y a que nous pour poser ce cadre. On n'a pas de charte sur laquelle se reposer. Donc c'est à nous de décider des règles qu'on va appliquer. Et si personne décide des règles, si on veut juste partir en impro du genre, souvent j'entends, moi je m'adapte au client, et ben ok, mais du coup, qui va décider le cadre? Et ben c'est le client, qui va souvent imposer son cadre et donc devenir leader de la séance. Ce qui pourrait, si votre cadre c'est de ne pas leader votre séance, c'est pas problématique, et si c'est réfléchi comme ça, c'est pas problématique, mais quand c'est pas réfléchi, ça veut dire que vous subissez quelque chose, et c'est souvent dans ces moments-là où on se retrouve complètement perdu, parce qu'on prend, la personne nous balance un tas d'infos dont on s'en fout complètement, des infos d'environnement, de comportement, de sa famille, de sa vie, de machin, et on se fait complètement envahir de contenu, on sait plus par où commencer. Donc dans l'idée de l'extiosophie, arriver à poser un cadre pour éviter d'avoir des séances où on a l'impression de courir complètement après l'autre, qu'on comprend rien, c'est, je trouve, plutôt une bonne idée. Un autre inconvénient que je vais souvent entendre, et que Pank évoque, ça va être le manque de liberté. Si je pose un cadre, ça va être trop rigide, ça va être trop strict, ça va pas donner envie, et ça va faire fuir mes clients. Et le parti pris dans le livre, c'est de faire fuir les clients qui rentrent pas dans notre cadre. Oui, ça va faire fuir des gens,
Oui, ça va être strict, oui, ça va être rigide, vraiment. Et c'est pas à nous de nous adapter à eux, c'est à eux de choisir le cadre d'accompagnement qui leur convient. Ce qui demande des fois de tester plusieurs accompagnants. Enfin, je pense que ça nous est arrivé, plusieurs d'entre nous, d'aller voir un accompagnant, de nous rendre compte que le cadre ne nous va pas du tout, qu'on se sent pas à l'aise, qu'on se sent pas sécure dans ce cadre, et donc de changer de personne, juste changer. Dit autrement, le cadre rigide va apporter de la liberté dans le cadre, ou encore, il n'y a pas de liberté, je cite là pour le coup, il n'y a de liberté qu'au moment où nous avons des limites. C'est presque philosophique comme idée, et ça peut se discuter, carrément. Moi, tout le temps, ça me rappelle à la notion de l'enfant, en fait, qui peut être complètement libre dans un cadre sécure. Puisque le cadre va servir vraiment spécifiquement à ça, à amener une notion de sécurité au client, et donc plus le cadre est rigide, plus il est strict et plus il est sécure. Et personnellement, je trouve que la notion de liberté totale, c'est-à-dire que mon client soit totalement libre dans la séance de faire tout ce qu'il veut, c'est pas possible. Et surtout, alors on le verra après, mais c'est intéressant de savoir que quand on a un cadre qui est tout le temps le même, vraiment qui ne change pas de client en client, eh bien ceux qui vont péter le cadre, ça devient hyper intéressant puisque c'est des gens qui sont différents et on se dit, moi souvent la différence m'interpelle, c'est tiens, ça personne me l'a jamais fait. Pourquoi cette personne elle dit ça, ou pourquoi cette personne elle fait ça, personne ne l'a jamais fait d'autre. Parce que les gens on se ressemble quand même bien tous. Donc la notion de liberté totale, en mode vraiment freestyle, vas-y fais ce que tu veux, viens à l'heure que tu veux, paye-moi pas, c'est pas possible en fait. Enfin, je pense pas que ce soit possible, et je pense pas surtout que ce soit souhaitable. Donc tant qu'à faire de mettre des règles, autant les mettre de façon claire, précise, et que les clients sachent exactement si les règles de ce jeu, de notre jeu, leur vont, et s'ils ont envie d'acheter ces règles. Si ça leur va pas, ils iront chez un concurrent, un collègue, et tant mieux pour eux, puisqu'ils vont pas perdre de temps dans votre cadre à vous, et tant mieux pour nous, parce que est-ce que nous, on veut vraiment travailler avec quelqu'un qui va exploser notre cadre toutes les 5 minutes, qui va vouloir jouer avec des règles de jeu complètement inversées des nôtres. Moi, personnellement, au début, j'ai envie de vous dire, quand j'ai commencé, oui, j'aurais répondu oui, je veux jouer avec des clients qui respectent pas mon cadre du tout. Par exemple, quelqu'un qui va me dire que lui, il veut faire une séance d'hypnose spirituelle alors que moi, je travaille en coaching. Ça marche pas, en fait. Alors, je peux partir en impro, en métaphorique sur l'hypnose spirituelle, mais je vais sûrement faire de la merde. Mais par peur de manquer de clients, de pas avoir de clients, ou d'avoir un mauvais retour de quelqu'un qui mettrait elle a pas voulu me prendre en séance, et ben ça aurait pu m'arriver en effet de dire oui à des cadres qui ne sont pas du tout les miens. Moi, les cadres où j'ai le plus dit oui qui ne sont pas les miens, c'est quand les gens me demandaient des séances d'hypnose, et j'ai dit d'accord. Et quand j'entends d'accord chez moi, c'est que c'est très mauvais, puisque moi c'est pas du tout mon cadre, et depuis que je ne fais plus ça, alors oui, j'ai moins de clients, mais ça va beaucoup mieux. Donc se faire guider par la peur de pas avoir d'argent, de pas avoir de clients, d'avoir des mauvais amis, des mauvais avis, lapsus, Freud aime ça, ça amène la question de qu'est-ce qu'on fait porter sur nos accompagnés, puisque si on est guidé par la peur par exemple de pas avoir d'argent, à ce tarif-là, on pourrait les garder 10 séances parce que finalement ça rapporte de la thune. Je ne vous le conseille pas. Donc, quand on revient sur le cadre, donc le cadre influence la session, que ce soit dans les réponses qu'on va nous apporter ou dans notre façon de questionner, c'est ce que je disais au début. Par exemple, imaginons que moi, j'aille chez un praticien qui a un cadre de 1 heure de séance. Voilà, c'est le cadre, je le sais, je paye à l'heure. Mais moi, j'ai gentiment pété son cadre à la dernière séance, parce que j'ai balancé une info, la petite info de dernière minute, qui est la grosse info, j'ai balancé à 5 minutes de la fin, et le cadre a été pété parce que la personne est restée 1h30 avec moi, au lieu d'1 heure. Et ben moi, en tant que client, finalement, je me dis que je suis assez large en termes de temps, et ça me permet d'esquiver, de fuir, de pas donner les infos qui sont importantes. Je donne un exemple très personnel, c'est à ce qui est arrivé à c'est mon avant-dernier rendez-vous avec ma psy. Les rendez-vous, alors le premier il est d'1 heure, et ensuite les rendez-vous sont de 45 minutes. Et moi j'ai passé, sur le deuxième rendez-vous, je pense les 20 premières minutes à ne pas vouloir lui répondre, et je me voyais faire, J'avais envie de l'envoyer bouler, elle m'agaçait, je l'esquivais,
tout ce que j'avais pas envie de lui dire, et je me voyais faire, et puis à un moment j'ai vu l'heure avancer, je me suis dit putain il reste que 25 minutes, je paye 60 balles cette séance, elle peut pas servir à rien, j'ai pas passé 45 minutes avec quelqu'un pour que ça serve à rien, donc comme j'arrivais pas à sortir de mon soulage de client, je répondais par monosyllabe quoi, oui, non, ouais, peut-être, je devais être trop chiante. Et à un moment je lui ai dit bah écoutez là en fait je vous le pose, ça me saoule, vous me saoulez, j'ai pas envie de vous répondre, j'aime pas vos questions, vous m'agacez, etc. Et on a pu partir donc de là. Mais si dans ma tête je me disais ah tiens cette personne je peux piquer 1h30, 2 heures, on aurait perdu du temps elle comme moi et peut-être que je me serais complètement enfermée dans mon truc de pattern de pas vouloir lui répondre. Là, c'est vraiment le coup du temps j'ai regardé l'horloge vite fait sur mon ordi et je me suis dit, oh putain, il reste plus que 25 minutes, moi j'ai envie d'avancer, quoi. Et peut-être que si j'avais eu 2 heures, rien serait sorti de la session parce que je me serais complètement enfermée dans mes fuites et dans mon agacement. Et dans mes résistances. Donc, ce qui veut pas dire qu'il faut des séances courtes, mais ça veut dire que quand on sait qu'on a plein de temps, en tant que client, on est large. Parce que la séance, du coup, de cette séance a duré un peu plus que 45 minutes, elle a duré 1 heure, et j'ai eu ma dernière séance récemment, là, et je me suis dit, ah ben, je suis large. C'est bon, je vais avoir 1 heure, alors qu'en fait, non, elle a bien remis le cadre à la séance à 45 minutes, et j'étais hyper frustrée. Donc, le cadre, il va déterminer la posture qu'on a et le questionnement. L'exemple qui est donné dans les livres, c'est que par exemple si on a un cadre de coaching orienté solution et futur, nos questions elles seront évidemment pas du tout les mêmes que quelqu'un qui a un cadre d'accompagnement énergétique par exemple, ou un hypno qui travaille spirituel, qui va travailler sur les causes antérieures, que ce soit à notre propre vie avec la généalogie, etc., ou que ce soit dans nos vies antérieures à nous. Et forcément, on va pas du tout poser les mêmes questions si moi je suis orientée coaching, solution, présent, futur, que si je suis orientée passé, voilà. Et donc ça c'est votre cadre de travail en fait de base, et je pense qu'il pourrait aussi être amené par une question du genre, comment vous voyez vous le changement ? C'est quoi le changement pour vous, et par quelles étapes ça doit passer ? Est-ce que vous travaillez plus sur, par exemple, l'acceptation ? Moi, je travaille beaucoup sur les émotions, l'acceptation, vivre avec, les comprendre, etc. L'intelligence émotionnelle, on va dire. Connaissance de soi, intelligence émotionnelle, pattern. C'est un peu les 3 gros trucs que je travaille. Mais, par exemple, je travaille jamais le symptôme. Donc, je vais rarement poser des questions sur le symptôme et sur comment se crée le symptôme. Par exemple, les stratégies de création du symptôme, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant, qu'est-ce qui se passe après. Je vais pas trop questionner là-dessus parce que c'est pas du tout ma façon de travailler. Donc, savoir maîtriser votre cadre, savoir pourquoi, ce que vous cherchez vous dans le changement, comment vous amenez le changement, etc. Comment vous travaillez, comment vous aimez travailler, ce qui est long à faire, pour le coup. Là, je vous dis ça après 8 ans de pratique. Les 3 premières années, j'étais complètement dans les choux, et même, je pense un peu plus que 3 premières années, mais j'étais complètement dans les choux et je réfléchissais pas du tout comme ça. J'étais vraiment beaucoup plus dans, la personne m'amène quelque chose et moi je la suis et je réponds à sa demande. Ce que je fais plus maintenant. Et ça veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est juste que je travaillais différemment et qu'on travaille tous différemment, pour le coup. Donc savoir maîtriser son cadre, ça va aussi, comme je vous le disais, enlever des éléments de projection pour le client. Donc par exemple, si vous mettez du temps à finir votre séance, votre cadre normal, je reprends le cadre de l'heure, j'aime bien. Votre cadre normal, c'est 1 heure. Ça fait 1h10, 1h20 que vous y êtes. C'est vous qui mettez du temps parce que vous vous dites, peut-être que j'ai loupé un truc, ou alors vous êtes dans votre séance d'hypnose et vous êtes parti, vous osez pas le faire revenir parce qu'il est en pleine crise de pleurs. Voilà. Imaginons que votre client, il commence peut-être à s'impatienter, il commence à regarder sa montre, et vous voyez un truc du genre, tiens, j'ai peut-être dû toucher un point important, il essaye de fuir, voilà. Ce qui pourrait être une grosse interprétation, parce que peut-être que le client, il est juste agacé d'être en retard pour son prochain rendez-vous. Parce que souvent, on pense à nous, à notre timing, mais on pense rarement au fait qu'on a retenu les gens pendant beaucoup plus longtemps que ce qui était réservé à la séance. Les gens ont une vie après, donc on les met peut-être en retard sur autre chose. Et donc cet agacement, ça peut être
on peut l'interpréter comme un truc qu'on a touché, alors qu'en fait, ce serait juste votre client qui s'agace du cadre qui est pété. Et que vous pétez en fait, parce que vous pétez votre propre cadre quand vous dites que c'est 1 heure et que vous débordez sur 1h30. C'est vous qui cassez le cadre. Et donc ça peut créer en face de la frustration, en face de l'énervement, quelque chose qui en fait n'aurait pas grand chose à voir avec votre séance sur le coup, qui va devenir un lieu de projection, comme d'habitude. Mais si vous gardez des cadres clairs, stricts, et que c'est tout le temps 1 heure, 1 heure, 1 heure, au moins ça va enlever des espèces de colère parasite ou des choses parasites qui peuvent arriver dedans. Je suis pas sûre de bien l'expliquer ce passage, je vous invite vraiment à lire le livre. Un autre exemple, c'est que moi, mon cadre, comme je disais, c'est de pas communiquer sur Messenger avec mes clients qui sont hors hypno. Si je fais péter ce cadre avec ce client, parce que Bichette, il va pas bien, il est super sympa, je l'aime bien, il m'écrit là, bah je vais pas lui dire non, ne m'écrivez pas là, j'ai pas envie de l'envoyer chier, j'ai peur qu'il me rejette après, bref, blablabla. Qu'est-ce que je suis en train de créer comme différence dans le lien ? Parce qu'avec lui, il devient, entre guillemets, exceptionnel. Il sort complètement du cadre, et donc qu'est-ce que ça crée comme différence dans le lien ? Qu'est-ce que j'envoie, moi, comme message à ce client ? Et qu'est-ce qui aura forcément un impact sur ma séance ? Parce que le lien devient différent, parce que, alors peut-être que ça aura des impacts positifs, mais peut-être que ça aura des impacts très négatifs. Et comme c'est difficile à savoir, autant ne pas péter son cadre. Si on prend le problème à l'envers, quels seraient les événements, les choses qui pourraient faire que je décide de changer mon cadre ? Et je parle pas là d'un changement, parce que je revois mon cadre et que je décide de l'améliorer, le changer, etc. Ce qui est à faire, d'après Pank, environ tous les 6 mois. Tester son cadre 6 mois, ensuite s'interroger dessus, se dire bon, qu'est-ce qui marche pas, le changer, etc. Moi, j'ai pas de réponse à cette question de quels seraient les événements, les choses qui pourraient faire que je décide de changer mon cadre. Souvent, moi, ce qui a fait que j'ai changé mon cadre, c'était mes peurs. Mes propres peurs. Et je pense que ça justifie pas du tout le fait que je change mon cadre pour quelqu'un. C'est pas des bonnes justifications. Dans la réalité, on pourrait dire qu'il y a rien qui justifie que je change mon cadre pour quelqu'un. Dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe, on est bien d'accord. Mais ce qui est important, je crois, c'est que personnellement, à chaque fois que j'ai changé mon cadre pour quelqu'un, ça n'a jamais donné rien de bon. Vraiment, il n'y a pas une fois où un changement de cadre a amélioré quelque chose, où il s'est toujours passé une connerie à la suite de ça. On passe ensuite dans le livre, une fois qu'on a passé le cadre, la posture, à la questiosophie. Et cette partie de la questiosophie, elle est assez importante, puisque le seul questionnement qui est proposé de suivre, c'est le QQOQCP, donc quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Assez simple, finalement. Mais là où c'est un peu différent, c'est que Pank nous invite à de la précision. Souvent, on va suivre ce que nous apporte le client, ce que je disais. Au début, on va même suivre des grilles de questionnement, que ce soit des recueils d'infos PNL, avec état présent, état désiré, et comment j'y arrive, quelles sont mes ressources, etc. Ou des grilles d'anamnèse. Chaque école a un peu son truc. Souvent, on va retrouver l'objectif SMART, voilà, le score aussi pour déterminer l'objectif. Hein. Voilà, il y a pas mal de choses. Là, le questionnement, la façon de questionner, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va plus se pencher entre guillemets sur les réponses, parce que l'idée dans le bouquin, c'est de créer une sorte de mapping. Moi, c'est une image qui me parle parce que j'aime bien. Je suis une adepte des mind maps et dans ma tête, c'est un peu représenté comme ça, en espèce de carte comme ça. Et le mapping chez Pank, ça va être vraiment vu, ça peut être, en tout cas vraiment vu comme une carte de ville avec des réseaux de routes, avec des monuments, des lieux importants, des villes qui sont reliées entre elles, des villes qui ne sont pas reliées entre elles. Et donc chaque info pourra devenir un monument, une route, une ville, et ça va correspondre aux problématiques, aux points sensibles, aux évitements, aux forces, aux faiblesses, aux patterns, aux structures de nos clients. Donc c'est une façon, je trouve, de se représenter les réponses qu'on va nous apporter, donc comme une grosse carte, où il y aurait des choses reliées, pas reliées. Moi, c'est quelque chose qui m'aide personnellement, parce que souvent j'ai l'impression d'avoir des infos qui ne sont pas reliées entre elles. Et quand je sens qu'il manque un lien, bah ça va être la question, je me posais, mais quel lien vous faites entre ça et ça, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller lire ce livre, rien que pour cette idée de mapping, c'est vraiment intéressant. Il y a un deuxième livre qui va un peu plus loin là-dedans, qui est Questiosophie, je crois. Voilà, donc ce petit podcast, c'est vraiment qu'une trame de ce livre qui est assez dense, même s'il est petit.
Le dernier exemple qui m'a fait sourire sur la rigidité du cadre banque, que moi je trouve tellement rigide pour le coup, et je me dis mais jamais j'arriverai à faire ça. Alors est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas, j'en sais rien, mais il donne un exemple où c'est lui qui se trompe une fois d'heure pour un rendez-vous. Vous savez, on grogne toujours sur nos clients qui se trompent d'heure ou qui viennent pas. Là. Il se trompe une fois d'heure pour le rendez-vous, et suite à ça, en fait, il a complètement arrêté le suivi avec cette personne. Donc ce qu'il dit, c'est qu'on pourrait croire que c'est une double peine pour le client. Déjà, je me suis trompée, et en plus, j'arrête le suivi avec lui. Mais plutôt que d'avoir un client qui pourrait avoir des rancœurs suite au fait que j'ai zappé un rendez-vous, ou même autre que des rancœurs, mais qui pourrait ressentir des choses par rapport à cet oubli, ce qui influencerait la séance, et ce qui influencerait du coup les projections que ce client fait sur moi, ou les ressentiments qu'il a envers moi. Il a préféré lui communiquer les coordonnées d'un collègue en lui disant plutôt que d'influencer la séance avec des choses qui sont pas de la séance, on arrête. Moi personnellement je suis jamais arrivée là, et pourtant des rendez-vous j'en ai zappé, et des fois je suis arrivée en retard, etc. Et je me demande si je vais pas tester. Voilà, on verra. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin dans cette idée de cadre de posture, il y a aussi Pank qui avait fait une masterclass dans le programme justement sur le cadre et la posture, qui est dans le pack de masterclass accompagnement hypnotique, je crois. Alors dans ce pack, vous allez retrouver d'autres masterclass. Il y aura aussi celle de Jean Dupré sur le questionnement, celle de Mélanie Darcès sur les phénomènes hypnotiques, et aussi un atelier sur les phénomènes hypnotiques pour apprendre à les faire. Alors c'est vraiment orienté débutant pour le coup. J'espère que ce podcast il aura pu vous apporter quelques pistes de réflexion. Je vous souhaite une très belle journée et merci de votre écoute.